Je demanderai, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Areski. Professeur Areski est au niveau du CHU Mustapha, de la radio centrale du CHU de Mustapha. Nous le remercions d'avoir accepté de nous assurer cette formation. Nous vous demandons d'être très interactifs. Posez des questions, vous avez des vécus, discutez-en avec notre enseignant. Merci beaucoup à vous et pour votre présence. Nous terminons à 15h30. Donc, ما ترقدوليش حتى الزوج ونص وما تفطنوا في لي كاستيون. D'accord. Merci beaucoup. Allez, professeur, je vous donne la parole. Merci, docteur Gougam. Alors, salam alaikum, bonjour. Bonjour, chers collègues. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'une technique basique, mais qui est toujours d'actualité, que ce soit en Algérie ou ailleurs dans le monde. C'est la radiographie du thorax, technique et interprétation. Donc, c'est une technique qu'on utilise, donc c'est le pain quotidien pratiquement du médecin, qu'il soit généraliste ou pneumologue ou radiologue ou autre spécialiste. Donc, c'est pour ça que je me suis penché sur cette question-là, pour donner un peu quelques règles, donc quelques connaissances basiques sur la technique. Attendez, très bien. Voilà. Alors, pour cette formation, les objectifs sont les suivants. Donc, avoir des connaissances générales sur les notions, donc sur la technique elle-même, c'est-à-dire comment faire, comment le manipulateur fait une radiographie du thorax, parce que vous serez amené vous-même à corriger le manipulateur si le cliché est de mauvaise qualité. Donc, il faut connaître un peu la faille, elle est où. Deuxièmement, connaître les critères de bonne qualité d'un cliché radiographique. Et bien sûr, des notions de sémiologie radiographique, pathologique, bien sûr. Donc, pour cela, nous allons commencer par un rappel anatomique. Comme on voit très bien, donc, la cage thoracique qui est formée d'un contenant qui est donc le plan musculo-squelettique avec les côtes et la paroi thoracique et un contenu. Donc, on a la plèvre qui entoure, donc qui est une membrane à contenu virtuel, comme vous savez très bien. Il ne devrait pas y avoir de substance dans la plèvre, qui entoure donc le parenchyme pulmonaire. On a les deux champs pulmonaires et au milieu, donc le médiastin avec ses différents étages, le cœur et les gros vaisseaux. C'est la coupole diaphragmatique. Il faut connaître, Perdu le. Il y a de gros problèmes d'Internet, même ici chez nous, ministère. qui monte gauche. Il a son équivalent, donc, qui est la lingula. Le lobe supérieur qui comporte, donc à droite, qui comporte 3 segments. Le lobe moyen, 2 segments. Et le lobe inférieur, 5 segments. Comme vous savez très bien, donc, ça, c'est l'arborisation bronchique. L'arborisation bronchique à droite et à gauche n'est pas la même. Comme vous voyez bien, là, c'est la branche lobaire supérieure. Ensuite, la branche intermédiaire qui va donner la division lobaire moyenne et division lobaire supérieure et moyenne. Et par contre, la lobaire inférieure qui naît directement de la branche souche gauche. Ensuite, chaque lobe jusqu'à arriver, donc, ensuite, c'est une division du poumon qui est donc l'alvéole, là où se fait donc l'échange air, l'échange air, donc la circulation artérielle et veineuse. On voit très bien ces alvéoles-là, c'est l'unité anatomique fonctionnelle du poumon. Et là, bien sûr, c'est tout ce substratum anatomique, il est sujet à
des pathologies, notamment par exemple si ces alvéoles-là sont comblés, que ce soit par des cellules inflammatoires, par des cellules tumorales, par du liquide. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome alvéolaire. Et ensuite, entre ces alvéoles-là et autour de ces lobules, on a ce qu'on appelle l'interstitium, qui est donc c'est une partie, ou bien c'est c'est un substratum anatomique qui contient du tissu conjonctif, donc qui contient donc des vaisseaux aussi, et qui est sujet à des dépôts aussi pathologiques qui donnent ce qu'on appelle le syndrome interstitiel. Un rappel maintenant sur la physique, puisque maintenant ces structures anatomiques-là, donc on doit les explorer par une technique radiologique qui est la radiographie standard, qui est basée sur le rayonnement X. Le rayonnement X, quand vous connaissez tous le tube à rayon X, qui est une diode dans une enceinte à vide, qui est donc soumise à un générateur de haute tension, donc ça va générer une différence de potentiel. Cette diode-là, donc soumise à cette différence de potentiel, va entraîner donc la genèse des électrons au niveau de la cathode qui vont s'accélérer et frapper donc l'anode en tungstène. Ensuite, l'interaction entre ces électrons et la substance en tungstène de l'anode donc elle est à l'origine du rayonnement X. Le rayonnement X, une fois qu'il est donc généré par le tube à rayon X, va traverser les différentes parties du corps. Comme vous savez très bien, du moment que le corps humain a différents constituants, donc la réponse à ces rayons X est différente suivant la substance traversée par ces rayonnements X. Alors, le poumon, par exemple, donc l'air, il laisse passer totalement les rayons X et qui est donc responsable de la formation de l'image au niveau de la cassette. Les autres rayons, les autres substances, notamment l'os, par contre, il absorbe carrément tous les rayons X, donc il ne les laisse pas passer. C'est pour ça que l'air, après, il apparaît en couleur noire et l'os en couleur, enfin pas en couleur, mais en image blanche, comme on va voir tout à l'heure. Les autres rayons, maintenant, entre l'air et l'os, il y a les muscles, il y a le sang, il y a les liquides, etc. Et là, c'est-à-dire il y a une partie qui est absorbée, une partie qui est transmise vers la cassette. Donc, c'est ce qu'on appelle des degrés d'atténuation différents suivant donc la substance traversée. C'est ce qui va donner après des niveaux de gris. Autre rayon, c'est les rayons diffusés. Bien sûr, lorsque les rayons vont traverser les différentes substances, il y a certains rayons qui ne vont pas rester en rectiligne, donc ils vont vont être déviés de leur trajet et qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le flou radiologique, c'est-à-dire le flou qu'on peut avoir donc dans un cliché. Ça peut être dû à ça. C'est pour ça qu'ils ont créé d'autres artifices, notamment la grille antidiffusante avec le Potter, qui permet donc de régler ce problème du flou. Il y a d'autres rayonnements aussi qui peuvent donc carrément, ils n'arrivent pas jusqu'à la cassette et qui peuvent être responsables c'est-à-dire du rayonnement. C'est ça, c'est les effets secondaires des rayons X. Il faut savoir que les rayons X peuvent être responsables c'est des rayonnements ionisants, donc il faut prendre ces précautions. Actuellement, donc autrefois d'abord, il n'y avait que les images analogiques, c'est-à-dire une fois que le cliché est fait, donc on ne pourra pas modifier après le contraste ni faire n'importe quelle modification. Par contre, actuellement, donc une fois que les rayons traversent le corps, là, les rayonnements X, par la suite, vont atteindre le détecteur. Donc là, ce détecteur-là qui va transformer le rayonnement X en photons, ensuite les photons en
électron. Donc, on aura donc en signal électrique plutôt. Donc, c'est ce qu'on appelle la numérisation de l'image. C'est ça la nouveauté par rapport au rayonnement, donc aux radiographies standard. Actuellement, pratiquement tous les centres disposent de radiographie standard numérisée, c'est-à-dire sous format numérique. Qu'est-ce qui permet ce format numérique? Tout d'abord, il permet donc aux radiographies donc d'être stockées dans des disques durs et visualiser secondairement comment ça va se passer, c'est-à-dire que la machine va recoder, c'est-à-dire le signal électrique va être recodé en signal donc analogique, en image analogique, c'est-à-dire en niveau de gris. Donc ça, c'est la numérisation de l'image. Ça, c'est les différents niveaux de gris dont on a détaillé tout à l'heure entre l'air et l'os. Donc l'air qui est tout en noir, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il laisse passer totalement le rayon X, et l'os, donc, qui est en blanc. Il y a aussi des substances plus atténuantes que l'os, qui est le métal, mais bon, on ne va pas trop détailler, mais bon, là, c'est le plus couramment, c'est entre l'os et l'air. Entre les deux, il y a les liquides et les graisses. Ça, c'est un peu pour schématiser le dispositif, donc avec l'anode, donc il va émettre les rayons X, et ça, c'est la cassette. Ça, il faut savoir qu'il y a deux techniques de numérisation. La numérisation indirecte, c'est-à-dire on retire la cassette. Ensuite, on va générer l'image numérique à l'aide d'un numériseur. Mais actuellement, c'est la numérisation directe avec les capteurs plans, donc avec ces rayonnements X qui traversent donc l'objet, donc qui est l'être humain. Et ensuite, ce détecteur-là, il va carrément transformer directement l'image donc analogique, donc le rayonnement X, en image et en signal électrique. Et voici l'image. Maintenant, nous allons passer aux techniques et incidences. C'est important. Il faut savoir que la radiographie qu'on utilise, on va dire, couramment, c'est l'incidence postéro-antérieure. On va dire la radiographie. Lorsqu'on demande une radiographie de face, c'est systématiquement, pour le manipulateur, c'est systématiquement une incidence postéro-antérieure. C'est-à-dire que le rayonnement passe par le dos vers l'avant. Voilà, c'est postéro-antérieur. Maintenant, pour ce qui concerne donc la technique toujours, il y a ce qu'on appelle le rayon directeur. C'est-à-dire là, il faut bien centrer le faisceau de rayon X. Le faisceau de rayon X, en général, il est à hauteur de T7, c'est-à-dire la 7e vertèbre dorsale. Et comment repérer cette vertèbre, cette 7e vertèbre dorsale? On repère la vertèbre la plus proéminente, qui est donc la 7e vertèbre cervicale, qui a, comme vous savez très bien, qui a l'apophyse transverse la plus importante, donc l'apophyse épineuse plutôt la plus importante, donc on la palpe. Ensuite, donc on palpe l'apophyse épineuse, la 7e vertèbre cervicale. Ensuite, donc on fait donc on se repère à la main pour déterminer un peu la 7e vertèbre dorsale qui est à hauteur des omoplates, des pointes de l'omoplate. Donc là, c'est le rayon directeur qui est centré ici. Il faut savoir que le centrage, c'est le premier temps qui est le plus important pour la réussite d'un cliché de radiographie standard. Donc ça, c'est à hauteur de T7. Voilà. Autre chose, il faut que le montant soit surélevé. C'est-à-dire le principe, c'est quoi? C'est de bien dégager les champs pulmonaires. Pour bien dégager les champs pulmonaires, il faut donc bien dégager le menton, donc la surélévation du menton. Deuxièmement,
bien dégager les deux omoplates parce que les omoplates vont gêner le champ pulmonaire à l'aide de cette position-là. Donc, le dos de la main au niveau des hanches pour écarter les deux omoplates. Troisièmement, il faut faire donc une inspiration profonde. En général, pour réussir l'inspiration, il faut que ça soit donc il faut faire le cliché à la deuxième tentative parce qu'en général, surtout si on est devant des malades qui ne sont pas très coopérants, donc on fait le premier essai pour l'inspiration. Ensuite, en général, le deuxième essai d'inspiration, c'est le bon. Ensuite, donc, on fait c'est à ce moment-là qu'on réalise le cliché radiographique. Ça, c'était le cliché de face postéro-antérieure et c'est le cliché le plus couramment, donc, qui est de routine. Les autres clichés maintenant, ça, c'est le cliché de profil. On dit toujours profil gauche, c'est pas parce qu'il faut le faire. On peut faire, si on fait le profil droit, c'est pas faux, mais par convention, lorsqu'on parle d'un cliché de profil, c'est un profil gauche, c'est-à-dire la partie gauche du corps humain, c'est-à-dire du thorax, qui est contre la cassette. Donc ça, c'est le profil gauche. Et le rayonnement directeur ou le rayon directeur, il est donc à hauteur toujours de T7. Voilà, donc le rayon directeur, il est à hauteur de T7. Il n'y a pas de questions pour l'instant? Vérifiez au niveau du chat, normalement, il y a une ligne de questions. Vérifiez au niveau du chat, je peux vous dire, vous allez vers, pas le début. Je vais vers où? Oui. Alors, Heidek, quelle heure? À 13h39. C'est là où il y a deux questions. Oui. On fait 13h39. Alors, ils vous disent donc les radios des os répétés ont plus de risque de provoquer le cancer, tant qu'ils absorbent tous les rayons. Est-ce que c'est vrai? Ah non, c'est pas par rapport à ça, non. C'est... Attendez. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, pour ce qui concerne les effets secondaires du rayonnement X, il faut savoir que les rayons donc, générés par la radiographie frontale ne sont pas si importants que ça. Sauf que le rayonnement X, c'est des doses, les doses qu'on reçoit lors des radiographies sont des doses cumulatives, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit une infime dose, lorsqu'on fait une autre radiographie, c'est une addition, c'est l'addition des doses. Donc, à la longue, il peut y avoir un risque, mais c'est pas par rapport au fait, au comportement des tissus, par rapport au rayonnement X. C'est pas parce que l'os qui absorbe donc le rayonnement X ou que le poumon qui traverse qui est traversé par le rayon X, c'est pas parce que lorsqu'il absorbe qu'il y a plus de chances d'avoir un cancer osseux, non. C'est pas par rapport à ça. Bien sûr, il y a le risque d'interaction, mais... Est-ce que, monsieur, à chaque fois, il y a un petit résidu qui est conservé au niveau de l'os? Est-ce que? Est-ce qu'il y a une minime partie des rayons qui va être fixée au niveau de l'os, à chaque fois? Pas uniquement au niveau c'est-à-dire c'est pas uniquement au niveau de l'os, c'est-à-dire toutes les structures traversées par le rayonnement X, il y a une petite partie qui est absorbée, c'est vrai. Ensuite, mais elle est infime, c'est-à-dire c'est étudié, c'est pas, par exemple, le scanner, il est beaucoup plus irradiant le scanner, il est basé aussi sur le rayonnement X, il est beaucoup plus irradiant qu'un simple cliché radiographique.
Donc, lorsqu'on fait une radiographie standard, il ne faut pas penser en premier lieu au risque du rayonnement. Il existe, c'est vrai. Bien sûr, il y a certaines particularités, comme chez la femme enceinte, c'est à éviter, bien sûr, parce qu'il y a le risque, pas de cancer, mais le risque tératogène. Surtout, la femme enceinte, il faut éviter ça. Sauf si on est obligé, vraiment obligé, c'est une urgence. On doit faire une radiographie, sinon c'est à éviter. Sinon, pour les sujets, donc les autres personnes, on peut le faire sans, bien sûr, sans en abuser. La radiographie standard, c'est pas un examen de dépistage, c'est un examen qui est fait, c'est-à-dire s'il y a indication. Donc, c'est pas, on va pas s'amuser à faire couramment des radiographies standards. Il y a une question que D'accord? j'apprécie bien. Quel est le délai minimum pour refaire une radiographie thoracique? Non, il n'y a pas de... Non, c'est suivant l'indication. Suivant l'indication, suivant la pathologie aussi. Par exemple, couramment, dans la pathologie la plus courante, par exemple dans les pneumonies, etc., on fait une première radiographie standard. Ensuite, après le traitement, donc après, on va dire 10 jours d'antibiothérapie, on refait une radiographie de contrôle. Bien sûr, on ne va pas se faire des radiographies tous les jours, mais il n'y a pas un délai bien fixe Un minimum. non, non, il y a pas de délai, il n'y a pas de délai bien défini. Parce que de toute façon, que vous fassiez la radiographie le lendemain ou que vous fassiez la radiographie un mois après, c'est des doses cumulatives, c'est l'addition des doses. Donc, le délai n'a pas vraiment d'apport là-dessus. On continue la présentation? Attendez, je crois qu'il reste une seule question. La femme enceinte. Un téléthorax. Ça, c'est à Vous l'après. arrivez à lire les questions? Ouais, attendez. Alors, bon, là, c'est un cas particulier pour ce qui concerne le néant du sein. Ça, c'est à l'appréciation du médecin traitant. Mais en général, l'exploration qu'on fait pour les néants du sein, c'est la mammographie. Pour le dépistage, mammographie, écho du sein, et même pour le contrôle. Et sinon, pour le reste, pour le bilan d'extraction, on fait plus de radiographie, de simples radiographies standards. D'accord, parce que bien sûr, bon, pour ce qui concerne le sein lui-même, il ne va pas vraiment gêner, qu'il soit nécrotique ou qu'il soit, on ne va pas vraiment gêner. Mais bon, dans cette pathologie-là, on explore plus par de l'imagerie en couple. Donc, en grosso modo, il n'y a pas de risque pour faire de multiples radios, même s'il y a Il est une c'est-à-dire le risque, il existe, mais il n'est pas si important que pour un scanner, par exemple. D'accord? C'est ça. Voilà. Et puis après, si c'est indiqué, on fait l'examen. Si c'est pas indiqué, on le fait pas. Voilà, tout simplement. Mais voilà, on continue. Alors, j'ai parlé des autres incidences. Ça, c'est l'incidence de profil stricte. Là, c'est les autres incidences. C'est à la demande. Là, c'est par exemple l'incidence de face en antéro-postérieur. Il faut savoir que les sujets, par exemple, qui ne peuvent pas se mettre debout lorsque c'est sur un brancard, lorsque le malade, ça ne donne pas la position postérieure, l'incidence postéro-antérieure n'est pas faisable, on fait des incidences antéro-postérieures. C'est pas postéro-antérieure, mais antéro-postérieure. Mais il faut prendre en considération certaines choses, notamment, par exemple, si on a une cardiomégalie en incidence antéro-postérieure, il faut se méfier. Est-ce que c'est une réelle cardiomégalie ou bien c'est l'incidence elle-même parce que elle fait augmenter l'ombre du cœur, par exemple. Il y a certaines incidences, par exemple, là, c'est une incidence de face en hyperlordose, elle permet de bien dégager
les sommets. Là, c'est l'incidence en décubitus. Par exemple, quelle est l'indication? Lorsqu'on doute, par exemple, sur la présence d'un épanchement pleural liquidien de petite abondance, lorsqu'il y a un doute, on fait donc un cliché en décubitus latéral et le liquide qui était donc difficilement visible en position debout, là, il s'est étalé, comme si vous mettiez donc une bouteille en position donc verticale, ensuite vous la mettez en position donc horizontale, donc le liquide qui va s'étaler le long de la paroi thoracique. Il y a aussi certains clichés tels que les clichés de face en expiration, dans certaines pathologies, comme dans ce qu'on appelle les piégeages d'air expiratoire, par exemple. Il y a certaines pathologies qui donnent une sténose des bronchioles et donc il va donner donc un piégeage d'air au sein de ces bronchioles-là. Ce piégeage d'air, il est difficile à voir en radiographie standard simple, en postéro-antérieur. Par contre, lorsqu'on le met en expiration, il va être mieux visible avec donc, puisque tous les alvéoles vont se vider de l'air et la partie donc qui ne s'est pas vidée, elle va être bien mise en évidence sur le cliché en expiration. Là, maintenant, après avoir parlé un peu d'anatomie, un peu de technique, là, on arrive donc, au cliché radiographique. Là, la partie plus importante je pense, de cet exposé, c'est quels sont les critères de bonne qualité d'un cliché radiographique de face. Ça, c'est le point le plus important parce que si on n'a pas un cliché de bonne qualité, on est amené à faire des erreurs, c'est-à-dire à parler d'épanchement alors qu'il n'y a pas, parler de masse alors qu'il n'y a pas. C'est vraiment, il faut tout d'abord définir quels sont les critères de réussite d'un cliché radiographique de face. La première chose, bon, je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est identifier le patient, c'est-à-dire vérifier que ce cliché-là est le cliché de votre patient. Donc, bien vérifier le nom, le prénom, l'identifiant. Donc, il faut bien s'assurer que c'est le cliché de votre patient. C'est très important, surtout lorsqu'on travaille aux urgences, on est dépassé, etc. Ce genre d'erreur risque d'y être, donc il faut être attentif. Vérifier donc l'étiquette ou bien le nom du patient. Deuxièmement, il faut voir est-ce que ce cliché il est pris en position debout. Et là, comment le reconnaître? C'est en vérifiant la présence de la poche à air gastrique. La poche à air gastrique, c'est ce niveau-là, donc hydroaérique, en projection de l'estomac. Ça, c'est la poche à air gastrique. Lorsqu'elle existe, donc le cliché, il est pris en position debout. Deuxièmement, on doit vérifier, est-ce que le cliché, il est symétrique? Est-ce qu'il y a une bonne symétrie? C'est-à-dire, on doit calculer la distance entre le bord interne des deux clavicules par rapport à la ligne des épineuses. Si elle est équivalente, c'est-à-dire cette distance-là égale à cette distance-là, donc on parle donc d'un cliché qui est bien symétrique, parce que l'asymétrie peut nous créer de fausses images. Troisièmement, il faut vérifier est-ce que les deux champs pulmonaires sont bien dégagés. Pour cela, donc tout d'abord, on doit vérifier que le menton il est bien surélevé, parce que s'il n'est pas bien surélevé, il va gêner l'interprétation des lobes supérieurs, par exemple. Il faut vérifier que les deux omoplates sont bien dégagés aussi, pour qu'ils ne nous gênent pas, pour ne pas prendre ça comme étant une opacité. Et il faut vérifier que le cliché il est bien pris en inspiration. Quel est le but de l'inspiration? C'est de faire baisser les deux coupoles diaphragmatiques, bien les faire baisser pour bien dégager les champs pulmonaires. Pour cela, comment le vérifier? Il faut compter le nombre de côtes antérieures, donc, comme dans ce cas-là, 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Donc, il faut que la coupole diaphragmatique soit au-dessous de la sixième côte. Donc, soit elle croise, soit elle est au-dessous du sixième arc antérieur costal. C'est ça, un cliché bien pris en inspiration. Voilà. Ensuite, il faut vérifier le degré de pénétrance des rayons. Il faut savoir que les rayonnements X, ils ont donc des paramètres, un kilovoltage et un milliampérage. Donc, il doit être correct. Pour cela, comment vérifier que donc, ce cliché-là, il est bien pénétré? Eh bien, lorsqu'on arrive à voir, là, c'est l'opacité cardiaque, comme vous savez très bien. Lorsqu'on arrive à voir en même temps les vaisseaux, ça c'est les vaisseaux du pulmonaire, on arrive à voir l'ombre des vaisseaux derrière le cœur et en même temps, on arrive à voir le rachis derrière le cœur. Lorsqu'on arrive à voir ces deux structures-là en projection du cœur, là, donc, on dit que le cliché, il est correctement pénétré. Voilà. Ça, donc, je vous ai résumé un peu les critères donc, de bonne qualité d'un cliché radiographique de face. Bien sûr, il faut voir aussi les coupoles, plutôt les culs-de-sac costauds diaphragmatiques, c'est-à-dire les culs-de-sac pleuraux. Est-ce qu'ils sont bien effilés? Est-ce qu'ils sont bien donc faits? Si il y a un émoussement, par exemple, l'émoussement, c'est le fait qu'il y a un petit épanchement, par exemple, au niveau du cul-de-sac. Il faut vérifier est-ce que c'est réellement du comblement liquidien ou alors c'est une image construite avec la cote, etc. Donc, ça, c'est un piège courant donc, qu'on peut être contraint à gérer. Donc, ça, c'est les critères de bonne qualité d'un cliché radiographique. Donc, avant de passer à des exemples pathologiques, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pas vraiment, énormément, mais il y a une question. Attendez. Par rapport à la scoliose, alors quelle est l'incidence idéale pour diagnostiquer la scoliose et les manifestations thoraciques? Oui, c'est une bonne question. Alors, pour ce qui concerne la scoliose elle-même, on ne l'explore pas par une radiographie du thorax. Il y a d'autres clichés. Donc, il y a le cliché du rachis donc, avec télémétrie, c'est-à-dire un cliché du rachis total qui permet de faire même des mesures avec l'angle de Cobb, etc., pour mesurer la scoliose, c'est-à-dire pour l'interprétation de la scoliose ou bien pour détailler la scoliose, c'est pas la radiographie standard thoracique, c'est un cliché spécial pour un cliché du rachis. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne, si la question est est-ce que la scoliose gêne? Non, parce que si on applique ces critères-là, donc si les critères de bonne réussite sont là, on va reconnaître la scoliose et on va la prendre en considération dans l'interprétation. Avant d'interpréter, on peut pas corriger une scoliose pour interpréter une radiographie thoracique. On interprète la radiographie thoracique en présence de la scoliose. Donc, on doit prendre en considération cette donnée-là pour ne pas tomber dans certains pièges ou bien pour ne pas construire certaines lésions qui n'existent pas. J'espère que j'ai posé à la question. J'espère que j'ai répondu plutôt à la question. On continue. Donc là, on va parler un peu du volet pathologique et je vous demande là d'être interactif pour que ça soit plus intéressant. Je vous ai mélangé un peu, c'est-à-dire certaines. Alors, avant de parler de la pathologie, là, dans ce cliché-là, est-ce qu'il est pathologique ou pas?
C'est une question que je pose. Je ne sais pas ce que... Alors, il y a ceux qui... Essayez de voir le là. Il y a ceux qui parlent, oui, oui, je vois. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non, il y a ceux qui disent mauvaise qualité. Exactement. Très bien. Et il y a ceux qui ont trouvé la bonne réponse, qui est le fait que c'est un cliché trop pénétré. Là, c'est une illustration directe des critères de bonne qualité. D'accord? Là, c'est un cliché qui est pratiquement grillé. On voit bien que les poumons sont trop noirs. Le rachis, trop visible derrière le cœur. On n'arrive pas vraiment à voir les vaisseaux derrière. C'est un cliché trop pénétré. Donc là, par exemple, ça, c'est une image qui ressemble à un pneumothorax bilatéral. Si, par exemple, on met pas, donc, on ne prend pas en considération les critères techniques, on va parler facilement d'un pneumothorax alors que, ou bien d'un emphysème, alors que c'est tout simplement un cliché trop pénétré. Donc, il ne faut pas hésiter à demander au manipulateur de refaire le cliché. Et là, est-ce que Essayez de c'est... répondre rapidement. Comment? On va essayer de répondre. Oui, pour ce cliché-là. Oui, je vois les réponses de mes confrères. Toujours, oui, ils ont touché la même réponse, c'est l'inverse, c'est-à-dire, ouais, c'est un cliché qui est mal pénétré, peu pénétré, c'est ça, c'est un cliché qui est très peu pénétré. Donc, voilà, donc c'est la bonne réponse, c'est un cliché qui est très peu pénétré. Donc, on voit bien que, voilà, on voit pas carrément le rachis derrière. On voit le poumon qui est très opaque, les poumons, les champs, plutôt le cœur très opaque, les champs pulmonaires aussi, c'est un cliché très peu pénétré. Donc, faut pas hésiter à demander au manipulateur de refaire une radiographie, la radiographie standard. Là, nous allons parler un peu de la sémiologie radiographique. Il faut savoir que ça, c'est le médiastin. Il y a ceux qui interprètent du centre vers la périphérie, c'est-à-dire on voit le médiastin, ensuite on passe au champ pulmonaire et donc à la plèvre et la paroi thoracique, tout comme il y a ceux qui passent l'inverse, c'est-à-dire ils commencent par la paroi, le contenant, la paroi, la plèvre, ensuite le champ pulmonaire pour passer donc, au médiastin. Là, donc, pour un petit rappel radio-anatomique, on va dire, la structure la plus connue, donc, que tous les médecins sont censés le savoir, c'est le bouton aortique. C'est très important à le voir. Ensuite, il y a les autres arcs, donc, qu'on voit ici. Donc, là, c'est le bouton aortique. Là, faut savoir que le bord gauche du médiastin est artériel et le bord droit du médiastin est veineux. Donc là, c'est la crosse de l'aorte. Là, c'est le tronc de l'artère pulmonaire. Et là, c'est le ventricule gauche. Ça, c'est les arcs du cœur. On l'a fait donc dans le module de cardiologie. Ça, c'est les différents arcs du cœur. Et à droite aussi, donc il y a l'oreillette droite, il y a donc la veine cave supérieure et donc la veine innominée, ou bien ce qu'on appelle la veine sous-clavière, tronc veineux brachiocéphalique plutôt, droit. Voilà donc la correspondance en image anatomique. Ça, c'est la sémiologie radiographique normale. Là, sur le cliché de profil, c'est vrai que dans la pratique courante, on n'a pas tendance à trop interpréter le cliché de profil, mais il faut savoir que quand est-ce qu'on demande un cliché de profil, en général, on le demande lorsqu'il y a donc un diagnostic topographique à faire. C'est-à-dire lorsqu'on hésite sur le siège d'une lésion, on demande un cliché de profil pour mieux situer une lésion et ne pas passer directement au scanner. Là, par exemple, là, il y a ce qu'on appelle l'espace clair rétrosternal.
Ça, c'est l'espace clair rétrocardiaque. Là, c'est l'opacité cardiaque. Et là, c'est l'aorte thoracique avec ses différentes portions, ascendantes, horizontales et descendantes. Ça, c'est le rachis. Et derrière, il y a les trous de conjugaison. Tout ça, c'est à interpréter. Et là, c'est les cul-de-sac pleuraux. Alors, pour le médiastin, il est subdivisé en 3 étages. Attendez. Ouais. Il est subdivisé donc en 3 étages. Donc, le médiastin supérieur, moyen et inférieur. Entre le supérieur et le moyen, à la limite, c'est le bord supérieur de la crosse de l'aorte, donc du bouton aortique. Entre le moyen et l'inférieur, c'est la ligne passant par la carène. Ça, c'est ça la carène. D'accord? Là, c'est important pour un peu situer les lésions. Est-ce que c'est en médiastin? Lorsque, bien sûr, c'est une lésion médiastinale. Est-ce qu'elle est, on dépend du médiastin supérieur, moyen ou inférieur? Là, c'est un cliché donc, qui vous montre un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux arcs. Donc, ça, c'est l'arc de l'artère sous-clavière, le bouton aortique, le tronc de l'artère pulmonaire, le ventricule gauche. Là, c'est l'oreillette droite, la veine cave inférieure, la veine cave supérieure et donc le tronc veineux brachiocéphalique. Bien sûr, lorsqu'on commence l'interprétation par le médiastin, il faut toujours mesurer l'indice cardio-thoracique, donc qui est donc le rapport entre le plus grand axe ou bien diamètre du cœur sur le plus grand diamètre du thorax. Lorsqu'il est donc supérieur à 0,5, on parle de cardiomégalie. Ça, c'est pour l'interprétation du médiastin. Maintenant, pour ce qui concerne les champs pulmonaires, les champs pulmonaires, donc, on les divise en donc, 3 parties. On va dire donc le champ pulmonaire supérieur, moyen et inférieur. Pourquoi on ne parle pas de lobe dans une radiographie standard? Parce que là, c'est une image en 2 dimensions. Ce n'est pas comme au scanner en 3 dimensions. Donc là, par exemple, le champ pulmonaire inférieur, il y a la projection du lobe inférieur et du lobe moyen à droite, par exemple. Donc, si on dit, par exemple, qu'une lésion siège ici, eh ben, on ne sait pas ce qu'elle siège au niveau du lobe moyen ou du lobe inférieur. Donc, il vaut mieux utiliser donc, le terme de champ pulmonaire. Ensuite, donc, l'interprétation doit être de façon comparative, c'est-à-dire voir la lésion ici, c'est de façon comparative entre les 2 champs pulmonaires. C'est très important. Donc, nous allons parler de la pathologie maintenant. Il n'y a pas de question par rapport à la sémiologie? Il y a une question, mais je ne sais pas, vers 14h06. Sur la trame vasculaire. Comment faire la part entre les images mammaires et pulmonaires sur radiographie du thorax? C'est l'opacité. Oui. J'ai tort. Alors, Que veut dire une ascension? alors, pour ce qui concerne cette question-là, comment faire la part des choses entre une lésion thoracique et ça des pulmonaires et mammaire? Il faut savoir que le cliché les lésions mammaires sont mises en évidence uniquement sur la mammographie, parce que le degré de pénétrance des rayons entre les 2 techniques n'est pas le même. Là, c'est pour la mammographie, c'est des rayons mous. C'est des rayons mous. Donc, on voit les structures fines au niveau du sein. Par contre, pour ce qui concerne le cliché radiographique standard, c'est une autre technique, on va dire, c'est d'autres rayons. Donc, il ne risque pas d'y avoir vraiment donc une projection donc ça donne une hésitation entre le siège d'une lésion mammaire par rapport à la lésion pulmonaire. Et deuxièmement, donc
C'est-à-dire, en général, les seins, bon, ce qui peut gêner, c'est l'opacité elle-même, c'est-à-dire l'opacité du sein lorsque ils sont de volume important et tout. Ils peuvent un peu gêner l'interprétation du champ pulmonaire, mais c'est pas autant que ça. Donc, c'est pas vraiment gênant. Par contre, le piège qu'on peut avoir quelquefois, c'est de voir, par exemple, le mamelon, parce que lorsqu'il se projette sur le cliché radiographique standard, il peut prêter à confusion avec un nodule pulmonaire. Donc, il faut vraiment se méfier. Si vous voyez donc une structure arrondie en projection, donc en périphérie, en projection du sein, il faut voir le côté contralatéral, parce que c'est pas la même chose, parce que c'est vrai que ça peut se projeter au niveau du poumon. Pas d'autres questions? Non. Alors, l'ascension de l'hémicopole diaphragmatique droite, l'ascension de l'hémicopole diaphragmatique droite, elle est physiologique. C'est parce que à droite, il y a le foie. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait, donc, on va faire ça, voilà, bon, pas sur ce cliché. Attendez. Voilà, regardez ici. Là, l'hémicopole diaphragmatique droite, elle est un peu plus surélevée que celle de gauche. C'est parce que il y a le cœur donc sous le diaphragme droit. Il y a le cœur qui surélève un peu l'hémicopole diaphragmatique droite par rapport à celle de gauche. Bien sûr, il y a des limites. Si elle est trop surélevée, il faut chercher certaines étiologies. D'accord? Mais comme dans ce cliché-là, c'est une surélévation qui est physiologique. Elle n'est pas pathologique. D'accord? Voilà, nous allons passer maintenant au côté. Est-ce qu'on a déjà détecté des cancers mammaires sur radiographie du thorax fait pour problème pulmonaire? C'est rare, c'est très rare de détecter des cancers mammaires sur une radiographie, sauf si c'est des masses mammaires qui sont très très importantes. Là, on peut les voir bien sûr sur la radiographie standard de face. Là, nous allons passer à la pathologie. Donc ensuite, on va revoir les questions. Et là, je vous demande d'être un peu interactif. Donc, comme dans ce cliché-là, c'est quoi le problème? Il y a certains qui parlent de pneumothorax. Thorax globuleux, oui. Accentuation de la trame thoracique, très bien. Ouais, ouais, ouais. Très bien, ouais. C'est le cas. Il y a ceux donc qui ont parlé d'un poumon emphysémateux, effectivement. C'est pas un pneumothorax, pourquoi? Parce que le pneumothorax, on ne voit pas la trame vasculaire dans un pneumothorax. Là, on voit bien la trame vasculaire, c'est-à-dire ces lignes-là opaques avec division dichotomique, on les voit sur toute la hauteur du champ pulmonaire. Donc, ce n'est pas avasculaire, ce n'est pas une clarté avasculaire, c'est une clarté avec visualisation du trame vasculaire. C'est une hyperclarté, c'est vrai, qui touche les deux champs pulmonaires avec une distension de la cage thoracique qui se traduit par un élargissement des espaces intercostaux et une ouverture des angles des costaux diaphragmatiques. Et un aplatissement, qu'on voit très bien, il y a un aplatissement des deux hémicopoles diaphragmatiques. Donc, c'est un emphysème pulmonaire diffus. Non. Pour cette pathologie-là, très bien. Donc la majorité, ils ont bien répondu. Effectivement, c'est un OAP.
Et elle se traduit donc par cette image classique en aile du papillon, donc cette condensation pulmonaire, donc cette opacité qui est donc périhilaire bilatérale symétrique avec un syndrome interstitiel donc surtout réticulaire autour des deux îles pulmonaires, réalisant l'aspect ou bien l'image en aile du papillon. Et lorsqu'on voit bien aussi, on voit une augmentation de l'index cardiothoracique pour dire que cette OAP-là, elle est d'origine cardiogène, qui n'est pas d'origine lésionnelle. Donc, c'est d'origine cardiogène. Très bien. Alors, pour ce cliché-là, l'aspect en aile du papillon existe sur chaque OAP cliniquement. L'image en aile du papillon n'est pas clinique, elle est radiographique. Donc, c'est en général, oui, lorsqu'on trouve l'image en aile du papillon, c'est typique d'un OAP. D'accord? C'est ça ouais, d'un OAP, d'un œdème aigu du poumon. Pourquoi il est d'origine cardiogénique? En général, parce que, bon, on ne peut pas poser ça uniquement sur la radiographie standard, mais lorsqu'on a une opacité cardiaque qui est augmentée, l'index cardiothoracique augmenté, donc c'est dû en général donc, un rétrécissement mitral ou bien une hypertrophie de ventricule gauche. Donc, c'est d'origine cardiaque. Voilà, c'est ça le truc. Là, sur ce cliché-là, il y a uniquement, justement, ils ont bien répondu, une cardiomégalie. Pour vous montrer donc cette cardiomégalie et, comme ils l'ont bien vu, donc le pacemaker, il faut bien voir donc le pacemaker qui est en place au niveau de la chambre donc droite, de l'oreille droite. D'accord? Sur ce cliché-là. Là, c'est quoi le diagnostic? Alors, on va vérifier. Très bien. Il y a ceux qui ont parlé de cardiomégalie, mais on a beaucoup qui ont parlé de cœur, l'aspect en carafe, exactement ça. Ça, c'est l'aspect typique en carafe. Et lorsque vous recevez une radiographie standard comme ça, donc avec l'aspect en carafe, c'est une urgence. Ça oriente vers une péricardite aiguë avec risque de tamponnade. Là, il faut envoyer rapidement le patient donc, aux urgences cardiaques, cardiologiques. Donc, voilà, à la différence du cliché d'avant, là, c'est une cardiomégalie, c'est pas un aspect en carafe, d'accord? Par contre, là, c'est l'aspect en carafe, tout simplement, avec cette... il est symétrique, en quelque sorte, par rapport à la ligne médiane. Symétrique, donc, c'est une cardite aiguë. Alors, diagnostic, diagnostic, là, ça bloque un peu. Oui, donc c'est vrai que c'est pas spécifique.
Il y a ceux qui ont parlé d'un syndrome interstitiel, c'est correct. Il y a ceux qui ont parlé de métastase pulmonaire diffuse, ça peut l'être aussi. Là, c'est un syndrome de comblement alvéolaire avec donc diffus, hein, donc avec donc diffus en deux champs pulmonaires avec ces opacités-là qui sont un peu floconneuses, avec par endroits un aspect en verre dépoli. Là, ensuite, c'est le contexte qui permet de faire la part des choses. Là, il est venu en contexte de détresse respiratoire. Et là, c'est l'image qu'on a l'habitude de voir dans les SDRA, ce qu'on appelle donc les syndromes de détresse respiratoire aiguë. C'est une urgence absolue. Mais bien sûr, par exemple, des poumons métastatiques peuvent donner ça. Donc voilà, ça peut donner le même aspect. C'est pas spécifique. Voilà. Pour vous dire aussi que la radiographie standard n'est pas si simple que ça. Diagnostic? Alors là, il y a une question, c'est quoi l'aspect en verre dépoli? C'est quoi le comblement alvéolaire? Alors, je vous ai montré un peu au début la base, les bases anatomiques, l'alvéole lui-même. Lorsqu'il y a de la substance qui comble l'alvéole, on parle de syndrome alvéolaire. Donc, la pneumonie simple, par exemple, fait partie du syndrome alvéolaire. Maintenant, c'est quoi le verre dépoli? Le terme verre dépoli, c'est lorsque la condensation, elle est très très faible. Lorsque la condensation pulmonaire, c'est-à-dire l'opacité pulmonaire, elle est si faible qu'on peut voir le vaisseau derrière cette opacité-là. C'est ça l'aspect en verre dépoli, c'est-à-dire c'est un aspect condensé mais de faible tonalité. On a vu beaucoup ça la période de la COVID-19, où donc l'aspect, donc que ce soit au scanner ou en radiographie standard, c'est plus difficile de voir ça en radiographie standard par contre. C'était typique, voilà, de- de- mais c'est pas spécifique. Le grippe aussi, les pneumopathes atypiques, on a cet aspect-là en verre de poli. Là, c'est quoi? Je vois quelque chose dans la réponse, c'est bien sûr, c'est une milliard tuberculeuse. Bon, il peut être aussi une milliard d'autres origines, mais surtout dans des pays d'endémie, on évoque la milliard tuberculeuse en premier. Là, par contre, il faut parler du milliard hématogène, parce que regardez que ces petits micronodules-là, ils ont pratiquement la même taille, moins de 3 millimètres. Elles sont de répartition de deux, contrairement à la miliaire bronchique où elle n'est pas, la répartition de ces micronodules-là n'est pas si homogène que ça. D'accord? Donc, c'est effectivement une miliaire tuberculeuse. Ça, c'est quoi?
Alors, je vois ceux qui ont parlé d'abcès, je vois ceux qui ont parlé de cancer bronchique, je vois ceux qui ont parlé de tuberculose. Par contre, je suis étonné par ceux qui ont parlé de PFLA. Parce que là, c'est pas du tout l'aspect d'une PFLA. La pneumopathie ou bien la pneumonie franche lobaire aiguë, la PFLA, c'est une condensation pulmonaire qui est systématisée. Elle respecte donc la systématisation pulmonaire. Là, ce n'est ni une condensation isolée du moment qu'il y a une caverne dedans, ni elle est systématisée. Même cette opacité-là n'est pas vraiment systématisée. Donc, parler de PFLA sur ça, je pense que c'est une erreur. Donc, ce n'est pas du tout une PFLA. Par contre, ceux qui ont parlé d'abcès, de cancer bronchique, etc., oui, ça peut l'être. Par exemple, lorsqu'on procède par diagnostic d'élimination, l'abcès, bien sûr, ça peut le faire, effectivement, mais on voit que la paroi, elle est trop importante pour... mais régulière,